C'est l'heure de votre émission, le débrief sur Medi 1 TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. La révolution soudanaise n'a pas changé la donne au Darfour. Cette région de l'ouest du Soudan est en proie à une guerre civile depuis 2003. Les experts parlent de plus de 300 000 morts. L'ancien président déchu Omar el-Béchir, détenu à Khartoum depuis sa chute en 2019, est accusé de crimes de guerre et génocide par la Cour pénale internationale. Un pouvoir de transition a été mis en place. Mais pourquoi cette région est-elle restée instable? Quelles solutions face à l'insécurité au Darfour? Des problématiques qui seront longuement débattues en première partie d'émission. Le 4 novembre 2020, l'armée fédérale éthiopienne lançait une opération militaire au Tigré, région dissidente au nord de l'Éthiopie, frontière de l'Érythrée. Son objectif, renverser le parti au pouvoir dans la région. Le Front de libération du peuple dit Tigré, accusé d'avoir attaqué plusieurs de ses bases. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed proclamait le 28 novembre 2020 la victoire de son armée sans perte civile. Où en est aujourd'hui ce conflit? Quelle solution de sortie des crises de l'Éthiopie? On en parle évidemment en fin d'émission. Sur ce plateau du débrief, Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Régis. Et en face de vous, cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en relations internationales. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Medi 1 TV. C'est un plaisir pour moi aussi, Régis. Je vous remercie pour l'invitation. Et justement, on va entamer, messieurs, la première thématique liée au Soudan. Depuis le début de l'année 2003, je l'ai souligné dans mon introduction, le Darfour est devenu le théâtre des manifestations et de meurtres. Pourquoi la solution se détériore-t-elle dans cette région, le Darfour? Merci Régis. Pour schématiser tout, le verre est dans la pomme. Voilà, c'est qu'il faut faire un peu de recul historique pour comprendre la situation dans laquelle se trouve le Soudan. Et cette situation risque de perdurer. On a créé des conditions d'instabilité. Parce qu'au début, il s'était agi de quoi? Au départ de l'ex-président, l'ex-homme fort Gafar El-Nimeri, à sa chute avec les Hassan al-Tourabi, la communauté internationale a vu que le Soudan allait prendre une orientation islamique. De ce fait, le Soudan a commencé à entrer dans la ligne de mire de la communauté internationale. C'est l'épisode où Ben Laden y a séjourné. Ce n'était pas sous Bachir. C'était du temps des Al-Tourabi où on disait que le Soudan était devenu le refuge des islamistes. Ce qui gênait, c'est que sur le plan international, le Soudan était un membre fondateur de l'OPEP, avec des réserves importantes en pétrole et en gaz. Donc il s'est agi, dans un premier temps, de créer les conditions de la division du Soudan. C'est ce qui explique aujourd'hui que les solutions, en tout cas, sont inexistantes aujourd'hui pour... Allez-y. Je viens. Dans un premier temps, ce régime qui était sous la coupe de l'Occident commence à avoir des penchants islamiques. Il faut créer les conditions pour les contrôler. Dans un premier temps, on a insufflé un moment de révolte qui avait des vestiges dans le passé. Pour qui connaît l'histoire entre l'Égypte blanche et l'Égypte noire, on l'a instrumentalisé pour parvenir à l'indépendance du Soudan, là où se trouvent les champs pétroliers et les terres arabes dont... Alors on va y revenir en tout cas sur ce plan très économique. Allez-y. Au Darfour après. Parce que, voilà, ça ce sont les enjeux. Et au Darfour aussi, le Darfour se trouve à proximité du Tchad. On va y revenir, mon cher Diallo. Vous avez parlé d'un climat d'instabilité, justement, dans cette région, le Darfour. Mon cher Ndiaye, à qui profite réellement et concrètement ce climat d'instabilité? Ce climat d'instabilité, je pense que ça profite à ceux qui l'ont créé. Donc, je suis dans la même logique que le doyen Diallo. Il faut faire une petite rétrospective par rapport au Soudan.
Depuis les indépendances, lors de l'administration britannique, on a vu que les Britanniques ont géré le pays en le divisant. Le nord pratiquement était une colonie arabe et le sud une colonie noire. Donc après les indépendances, les autorités du pays vont tenter de réunifier le pays et d'essayer de le gérer. Mais cela va se solder par un échec. Dès lors, c'est la première guerre civile de 1955 à 1972. Cette guerre civile va faire plus de 500 000 morts avec 2 millions de déplacés. Donc de 1983 à 2005, on assiste à la deuxième guerre civile. Cette deuxième guerre civile entre le nord et le sud va faire plus de 2 millions de morts et de 5 millions de déplacés. Donc arrivé vers les années 2000, 2003, on voit que le Darfour commence à être déstabilisé. Donc un front va naître, le front de libération du Darfour, qui vont revendiquer d'être associés à ce qui se passe à Khartoum pour pouvoir développer le Darfour. Donc Omar el-Béchir va répondre à ce front par une répression. Cette répression va être dirigée par les troupes gouvernementales, appuyées par des mercenaires arabes du nom de Janjaweed. Ces Janjaweed vont mener des exactions au Darfour, des exactions, l'ONU et la communauté internationale avec l'Union africaine vont même traiter ces exactions-là de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Justement, ça c'est un point évidemment. La rétrospective, l'histoire, justement par rapport à ce qui concerne le Darfour, elle est évidemment la bienvenue, cette histoire-là. Mais à qui profite ce conflit aujourd'hui, ce climat d'instabilité? Ce conflit a des allures régionales, ce conflit aussi a des allures internationales. On a vu qu'au Darfour, il y a des réserves importantes d'uranium, de pétrole aussi. Maintenant, comme vous le savez, les puissances économiques comme la Chine et les États-Unis, surtout la Chine a délocalisé beaucoup de ses entreprises au Soudan. Les États-Unis d'Amérique aussi ne veulent pas perdre cette manne pétrolière qui se trouve au Soudan. Donc c'est dans ce sens-là que même Omar el-Béchir a été interpellé en 2009 par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On va parler de ce point tout au long de cette émission. Mon cher Diallo, Ndiaye a parlé évidemment de ce profit, à qui profite ce climat d'instabilité, d'insécurité au Darfour. La guerre au Darfour, un conflit oublié selon vous? Pas oublié. Peut-être il a répondu à la question en prenant des gants. À qui profite le crime? La communauté internationale. Cette communauté internationale qu'on connaît et on ne peut pas donner une définition. Étant des pays qui ont été victorieux de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont créé l'ordre international, qui l'ont appelé la communauté internationale et qui, devant peut-être, pour ne pas paraître absurde par rapport à la forfaiture qui se passe, choisissent des voies qu'on dit internationales. L'ONU en fait partie, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, ici, l'ONU a toujours été beaucoup plus une source de problèmes qu'une source de résolution de conflits. C'est-à-dire les conflits qui ont été résous par les Africains qui, à un moment donné, se sont dit il faut arrêter ça. Il y a une communauté de destin, cette communauté internationale, l'axe euro-atlantique, mais il faut appeler un chat un chat. Est-ce que vous avez, déjà, dans tout ce qui se passe là, vous avez entendu parler de la Chine, de la Russie? Ce sont les amis d'hier, les grands frères d'hier, mais qui nous pompent l'air aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut, devant cette nouvelle vision africaine de diversification du partenariat, je te dis, derrière tout conflit en Afrique, il y a une lutte pour les ressources naturelles. Le Darfour, c'est l'uranium et le cuivre. La France étant au Tchad et étant grande consommatrice d'uranium. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est un conflit d'intérêt au Darfour, Ndiaye? Ce n'est que d'intérêt. Le doyen a tellement raison que je vais vous donner un petit exemple. Regardez ce qui se passe en Syrie. En Syrie, il y a un conflit endogène et un conflit exogène. Endogène, on a vu à l'interne les Syriens se battre entre eux. Mais au niveau régional, on a vu les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite concernant la Syrie. Au niveau international, on voit les tensions entre les États-Unis d'Amérique et la Russie.
pourquoi ces tensions-là? À cause de quoi ils se battent? Pourquoi ils veulent déloger Bachar al-Assad? À cause du pétrole, tout simplement. Oui, évidemment que le pétrole, donc, ça reste prenez ce cas-là, un point... certes, ce n'est pas la même chose, mais prenez ce cas-là, appliquez-le au Soudan. Le Soudan détient les 5e réserves de pétrole d'Afrique. Le Soudan est miné de pétrole et d'uranium et de gaz. Donc pourquoi la communauté internationale s'y implique comme ça les États? Et le professeur a tellement raison que, mais qui est cette communauté internationale? Cette communauté internationale sortie vainqueur de la Grande Guerre, à savoir les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne. C'est eux qui décident en fait. C'est eux qui décident le nouvel ordre mondial, ce qui doit se passer dans les pays. Donc le Darfour et le Soudan ne vont pas échapper à cela. Vous l'avez vu en 2011, on a divisé les deux Soudans, le nord et le sud, de Juba et Khartoum. Jusqu'à présent, des problèmes se posent au niveau des frontières, surtout avec le pétrole et tout ça. Donc, pour vous dire tout simplement, l'élan économique, derrière chaque guerre, il y a des intérêts. Et l'intérêt toujours qui prime dans ces guerres-là. Oui, comme on dit, c'est l'intérêt qui guide la pensée. Exactement. Et en parlant de ça, mon cher, on va revenir, on va rester au Darfour justement. Comment les autorités combattent-elles cette insécurité dans la région? Non, il faut voir insécurité. Qu'est-ce qu'on entend par insécurité? Tu sais, les rebelles, on les crée. Hein. Ils ne sortent pas ex nihilo comme ça. Là. On crée des rebelles. On crée des rebelles pour créer de l'instabilité, une forme d'instabilité. De l'instabilité pour justifier maintenant. Ça va être utilisé dans les négociations pour l'exploitation. Et ouais, c'est-à-dire actuellement, quand il y a eu dernièrement le soulèvement des jeunes, à travers les mouvements, le so-called mouvement des forces vives, les militaires ont anticipé et ils ont démis Bachir. Ils ont démis Bachir parce que quand même, Bachir a été victime, autant que les militaires, de l'embargo décrété sur le Soudan depuis 2003, mais bien avant. Hein. Et en même temps, on a privé le Soudan de ses ressources pétrolières, des moyens pour asseoir sa politique de développement. Avant, il n'y avait pas de problème au Soudan. C'est quand, sous l'effet conjugué de l'embargo, de la partition, et maintenant on dit le Darfour, le Soudan tel qu'on le connaît, de Ghana, risque de se retrouver comme ça. Heureusement, dans la négociation, il y a des Soudanais qui sont patriotes, qui comprennent les enjeux. En parlant des négociations, merci justement d'avoir emboîté le pas. En parlant d'organisation et justement de ces Soudanais-là, évidemment, qui veulent voir leur pays briller. Mais malheureusement, le Darfour brille aussi par son côté instable. Hein, on l'a souligné ici sur ce plateau. Un gouvernement de transition a été mis en place, dirigé par le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Est-ce que ce gouvernement de transition a-t-il échoué en ce qui concerne évidemment le Darfour? Moi, je vais dire que ce gouvernement de transition a échoué. Dès lors qu'il n'y a pas eu de gouvernement civil, il y a eu un conseil militaire. C'est-à-dire le pouvoir devait revenir aux civils. On devait aller vers des élections. Mais comme vous le savez aussi, Omar el-Béchir, en 2009, il a été sous mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Les mêmes militaires qui sont actuellement au pouvoir craignent aussi cela. C'est pourquoi je pense que aller vers une transition démocratique, organiser des élections libres et transparentes, profite, je pense, au Soudan et au Darfour. C'est la solution pour relancer le processus politique au Soudan? Je pense que ça fait partie des solutions. Parce que, après tout ce qu'on peut dire, imaginez au Darfour, quand Omar el-Béchir était là, il avait engagé des milices janjawides pour mener des exactions contre les fous. Les fous, comme vous le savez, c'est eux qui ont donné leur nom au Darfour, c'est-à-dire les fous, c'est-à-dire les gens qui habitent au Darfour. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a eu des échecs, il y a eu des complications, des ramifications qui ont fait naître des mouvements de rebelles qui ont commis des exactions. Donc, pour faire face à cela, il faut faire une transition pacifique, aller vers des élections démocratiques, faire une élection inclusive et n'exclure personne dans ce processus électoral-là. C'est la solution, mon cher Diallo, revoir le système politique au Soudan? Et puis, je dis, un gouvernement de transition n'a pas pour mission de prendre des décisions qui peuvent engager la nation sur 50 ans. Ce problème du Darfour, c'est un problème soudano-soudanais. Oui, mais face à l'urgence, face à l'urgence, Diallo. L'urgence, c'est quoi? C'est de créer les conditions pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale civile. Et il appartiendra à ce gouvernement
civile nationale sur la base de la nouvelle constitution de trouver de façon consensuelle les voies et moyens pour sortir de cette crise. Il n'appartiendra pas à la communauté internationale de venir imposer les voies et moyens parce que le problème, c'est cette communauté internationale qui l'a créé. Mais il faut qu'on se réveille en Afrique. Et vous pensez que oui, allez-y, mon cher Ndiaye. Mais le doyen a parfaitement raison. Prenons le cas du Mali, les accords d'Alger. On les a presque imposés au Mali. Alors que c'est aux Maliens de régler le problème. Donc c'est le même cas pour moi, le Soudan. La communauté internationale n'a pas à imposer. Peut-être elle peut participer au dialogue, essayer de regrouper les parties, mais pas d'imposer ce qu'elles veulent. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 20 ans. L'Afrique a grandi, l'Afrique a changé. Il faut que l'Afrique se prenne en main. Donc je pense que je suis dans la même logique que le doyen. On doit aller vers une pacification, certes, du pays, mais c'est un problème soudano-soudanais. Ça doit se régler en interne d'abord. D'accord. Et on parle également de ce Soudan. Donc en 2020, hein, le Darfour a une nouvelle fois été secoué par des manifestations. Mon cher Diallo, faut-il y voir l'émergence d'un nouveau conflit ou un simple regain de violence au Darfour? Non, on est en train de négocier. Mais les gens ne partent pas à la table de négociation avec des positions sur le terrain qui ne sont pas favorables. Tout ça entre dans un processus. Ça fait un bon bout de temps qu'il y avait une accalmie au Darfour. Pourquoi, à la faveur des manifestations et de ce gouvernement de transition, soudainement, il y a une violence qui ne dit même pas son nom? Difficile de relever le défi de l'unité au Darfour? Non, non, pas l'unité au Darfour. Le Darfour est une province soudanaise. L'unité du Soudan, c'est possible. D'accord. En parlant de unité du Soudan, un accord de paix historique a été paraphé l'an dernier entre les autorités soudanaises de transition et plusieurs mouvements rebelles, mettant fin à 17 ans de guerre civile dans le pays. Le Darfour est toujours instable, signer des accords de maintien de paix sans réellement joindre l'acte à la parole. C'est ce à quoi le Darfour est condamné aujourd'hui, Ndiaye? Oui, je pense que c'est à ça que le Darfour est actuellement condamné. Vous savez, le problème du Darfour est un peu complexe. Lorsque les Janjaouides ont commencé à mener des exactions, on a vu des problèmes ethniques entre les Arabes et la population locale, selon certains consultants. Mais il faut savoir aussi que le Darfour a un problème de mal-développement. Le Darfour vit une sécheresse, le Darfour vit une pauvreté. Donc les populations, c'est normal qu'ils revendiquent un peu de considération de la part de Khartoum. Donc c'est à cause de cela aussi qu'il faut, je pense, mettre Khartoum devant ses responsabilités. Oui, Diallo parlait de cohésion entre évidemment toutes les régions du Darfour. Oui, oui. Du Soudan, pardon. Du Soudan. Toutes les régions du Soudan. Donc je pense qu'il faut aller dans cette logique de pacification. Et on était même sur cette voie-là, malgré les manifestations qu'on voit jusqu'à présent. Car il faut savoir aussi, le Darfour est une province du Soudan. Le Darfour fait partie du Soudan, c'est normal. D'accord. Et justement, oui, allez-y, mon cher Diallo. Quand on voulait régler le problème de la Casamance, il ne faut pas sortir, il ne faut pas dire le problème casamançais, voir la Casamance comme une entité. C'est une région du Sénégal. Non, c'est de globaliser. Au Darfour. C'est de globaliser? Non, pas globaliser. Il ne faut pas sortir le Darfour du Soudan. Ça, vous participez au jeu de la communauté internationale. Parce que quand on pose le problème comme ça, demain, qu'on ne soit pas surpris qu'il y ait une partition. Non, c'est un problème soudanais. Laissons aux Soudanais. Les fours et les tout ça, on connaît l'histoire. Laissons ces gens régler. Il n'appartient pas à des gens qui ont des intérêts sur nos ressources de venir nous dire c'est cette voie que vous devez choisir pour régler vos problèmes internes. Le Soudan, ce pays, a choisi en tout cas de régler ses problèmes. En 2006 et 2010, il y a eu des accords de paix qui ont été paraphés, qui ont été signés. Mais jusque-là, on se rend compte que, évidemment, le Soudan est l'une de ces régions, le Darfour, qui fait évidemment l'actualité aujourd'hui, la thématique du débrief, est toujours instable. La liberté, elle coûte cher au Darfour en ce moment, au Soudan? Les dés sont pipés. Laissons aux Soudanais régler ce problème. Ce n'est pas à la communauté internationale, parce que la communauté internationale a ses enjeux. Je t'ai dit dès le départ, le verre est dans la pomme. Il faut extraire le verre et manger la pomme après. Ce problème peut être réglé par les Soudanais, pourvu qu'on les encadre dans le cadre d'un processus
de réunification nationale. Ben, aujourd'hui qu'on a réglé le problème entre les Arabes et les Noirs, what's the problème? Parce que c'est pas parce que maintenant, on va pas dire, je veux pas entrer dans un truc où on va nous dire le Soudan original doit être un Soudan blanc. Non. Je rappelle, cher Anta, l'Égypte ancienne, le Soudan faisait partie de l'Égypte ancienne. D'accord. On va revenir sur un autre point également. Notre ami Diallo parlait de centraliser le problème. Évidemment, le Darfour, c'est une région du Soudan. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est vrai qu'on est dans un processus de réconciliation. Ce processus de réconciliation, pourquoi ce gouvernement, même si selon notre ami Diallo, ce gouvernement-là n'a pas les prérogatives pour essayer d'apporter des solutions, mais pourquoi ce gouvernement de transition aussi n'essaie pas de mettre en place des processus pour faciliter cette réconciliation au Soudan? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a vu que Béchir a été débarqué du pouvoir. Donc il y a un conseil militaire qui a été mis en place. Mais le peuple soudanais veut que ce conseil militaire puisse être écarté au profit d'une transition civile, d'une transition démocratique qui va conduire le pays vers des élections libres et démocratiques. C'est ce qui bloque ce processus au Soudan? Ça fait partie de ce qui bloque le processus. Le peuple soudanais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'Afrique d'aujourd'hui a changé, les jeunes ont compris, le monde a changé. Ce que réclament les jeunes soudanais, c'est tout simplement un processus démocratique qui va aller dans un sens d'organiser des élections, mais aussi d'unifier, de continuer dans l'unification du pays. Ce que le doyen a dit, c'est extrêmement important. La communauté internationale joue avec la terminologie. On parle du Darfour comme s'il s'agissait d'une région qui ne faisait pas partie du Soudan. On nous parle de Nord Mali, on nous parle d'autres... Mais c'est cette terminologie qui est en train d'embarquer tout le monde dans le jeu de la communauté internationale. Et qui crée des divisions, comme l'a dit Diallo. Ouais. Voilà, on va le voir avec l'Éthiopie, on va le voir avec d'autres pays de l'Afrique. On voit toujours que c'est la communauté internationale qui impose la terminologie. Donc, il faut éviter ces genres de débats par rapport au Soudan. Donc, le Darfour, je pense qu'il y a une région intégrante du Soudan et il faut aller dans un sens d'organiser des élections libres et réunifier le pays. Tout simplement, ça va résoudre ce problème-là. On parle justement, vous avez parlé de la communauté internationale. Alors, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour a mis fin dès janvier à une opération de 13 ans dans cette région de l'ouest du Soudan. Comment jugez-vous ce retrait? Je dis en Afrique, l'ONU a été beaucoup plus perçue ces 40 ou 50 dernières années comme créatrice de problèmes que problème solvé. Mais c'est pas ce que les Soudanais pensent avec ce retrait. Ils sont pour eux, ils sont en danger parce que 13 ans quand même de... Quels Soudanais sont en danger? Cette mission intervenait où? Encore, il y a une façon de la communauté internationale de poser le problème. Je vous dis, si au Sénégal, ici, on était sous embargo, on nous avait privés de nos ressources minières et tout ça, mais on serait dans le même cas. Le Soudan, c'est un géant d'Afrique qu'on a déstabilisé. Mais on entend toujours la communauté internationale. Donc il faut faire barrage aujourd'hui à la communauté internationale, non. Diallo. Il faut s'interroger. Quel est le contenu de cette communauté internationale qui est en train de changer du moment où l'ordre international est en train de changer? Le pouvoir va à l'Est. Pourquoi devrons-nous toujours nous contenter dans une communauté internationale euro-atlantiste qui nous impose des trucs qui n'ont pas marché depuis les indépendances? Un chat, c'est un chat. Évidemment, un chat, c'est un chat. Et c'est la raison pour laquelle, en parlant de cette communauté internationale, on a parlé du retrait des casques bleus de l'ONU dans cette région du Soudan, le Darfour, 13 ans de maintien de la paix. C'est la raison aussi qui explique que le Darfour ait refusé l'aide américaine. Oui, ils ont toujours en tout cas été clairs et nets. Le Darfour a refusé l'aide américaine. Vous êtes dans le Soudan. Le Soudan a refusé l'aide humanitaire. Le Darfour est une région du Soudan. D'accord. Revenons sur le Soudan alors. Le Soudan a refusé l'aide américaine. Oui, le Soudan... Pour justement maintenir cette paix au Darfour. Parce que c'était conditionné, cette aide-là. Oui, l'aide était... À l'ouverture, à la normalisation des relations avec Israël. Mais les autorités de cette transition, nous n'avons pas cette légitimité
parce que ça c'est historique au Soudan. La communauté internationale, c'est comme avec le problème qu'on a eu au Mali avec Diokounda Traoré. Il a pris des décisions qu'il ne devait pas prendre, qui a conduit le Mali dans cette impasse-là. Un gouvernement de transition, on a fait les écoles. C'est un gouvernement de transition qui n'a pas de légitimité, qui a une légalité à un instant T pour régler un problème. Mais ensuite, on remet les pendules à l'heure et cette légitimité va te permettre d'aborder des problèmes qui concernent toute la nation. Est-ce que le Soudan, aujourd'hui, a les moyens de marcher tout seul pour apporter la paix, l'accalmie dans le pays et dans les régions, notamment la nôtre qui nous concerne aujourd'hui, le Darfour ? Oui, je pense que le Soudan a les moyens. Même au niveau régional, le Soudan a des alliés ici en Afrique, des alliés qui peuvent l'accompagner dans ce processus-là. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec le doyen. Les affaires soudano-soudanaises doivent se régler en Afrique et au Soudan. Je pense que l'implication de l'Union africaine doit être bien perçue. Donc le Soudan est actuellement en phase, malgré ces crimes qui ont été commis, qui méritent aussi d'être poursuivis. Car Omar El-Béchir, avec ses milices Janjaweed, a commis des crimes de guerre. Il a commis des crimes contre l'humanité. 300 000 morts, ça ne peut pas rester comme ça impuni. On parle de morts, Diallo, en quelques minutes, parce que nous arrivons au terme de cette première partie. Il a parlé des morts, mais il y a des déplacés aussi, parce que cette insécurité qui gangrène cette région du Darfour, c'est plus de 15 000 déplacés selon un récent bilan de l'ONU. Que faut-il faire pour faciliter les retours? Est-ce possible déjà des retours des Soudanais dans cette partie, dans cette région du pays? Nous sommes en Afrique, il y aura des retours. Mais pour vous dire aussi ces problèmes, un rappel. Qui a empêché à la communauté internationale de réagir avant le massacre des Tutsis? C'est l'ONU, non? Boutros Ghali, il l'a dit. Réveillons-nous un tout petit peu. Réveillons-nous, nous allons justement nous réveiller en deuxième partie d'émission avec cette fois-ci l'Éthiopie. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Média TV Afrique pour la deuxième et dernière partie du débrief. Nous allons parler de l'Éthiopie. Alors, le gouvernement éthiopien refuse la présence des observateurs dans le pays et empêche certains journalistes de faire correctement leur travail. La guerre en Éthiopie, un conflit à huis clos avec des milliers de morts, mon cher Ndiaye. Oui, cette guerre a fait des milliers de morts, surtout aussi dans le temps. Donc, il faut faire une petite rétrospective pour comprendre ce qui se passe au Tigré. Comme vous le savez, l'Éthiopie est un État fédéral, avec des États fédérés. Le Tigré en fait partie. Mais lorsque Haïlé Sélassié est débarqué du pouvoir par Mengistu, ce dernier va installer un régime communiste. Ce dernier va s'allier avec Moscou, la Chine et d'autres pays communistes qui vont l'aider. Maintenant, des régions comme l'Érythrée vont devenir dissidentes et le Tigré. Mengistu va faire face à ces deux régions-là. Donc, après 91, avec l'effondrement du bloc soviétique, il va fuir au Zimbabwe. L'armée tigréenne va marcher sur Addis Abeba. Donc, tout simplement pour vous dire que le conflit au Tigré ne date pas d'aujourd'hui. Le conflit date d'il y a longtemps. Après l'indépendance maintenant de l'Érythrée, on a vu que le Tigré pratiquement faisait partie de ces zones-là qui dirigeaient le pays. Mais en 2018, avec l'arrivée au pouvoir de Abiy, on a vu aussi qu'il y a deux communautés ethniques, les Omoro et les Amara, qui se sont réunis et ont porté pratiquement Abiy Ahmed au pouvoir. Maintenant, les Tigréens se sont sentis lésés, ils se sont sentis écartés des affaires du pouvoir. Oui, complètement exclus de toute décision, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que le Tigré, militairement, est puissant. Le Tigré détient pratiquement, on estime, de 50 000 à 300 000 hommes, des missiles, des chars. Le Tigré en a profité pour bombarder les bases militaires de on va en parler, mon cher Ndiaye. Diallo, que faut-il faire concrètement aujourd'hui pour essayer, sinon, apporter une paix définitive en Éthiopie? Il y avait la paix avant. Oui, on a discuté, je rejoins mon petit frère. Le problème du Tigré, c'est lié à l'histoire de l'Éthiopie. D'Haïlé Sélassié à Mengistu Haile Mariam. À Meles Zenawi. Mais pourquoi il y avait la stabilité du temps de Meles Zenawi? Mais parce qu'à cet instant, l'Éthiopie était vue de bon oeil par la communauté internationale. Il faut appeler un chat un chat. Zenawi,
qui était un dictateur, était vu de façon très cool par la communauté internationale et il est resté au pouvoir jusqu'à son décès. Qui est venu? Dessalines. Dessalines, quand il est venu, il a joué la carte de la diversification. Ça coïncidait avec un moment où la Chine s'affirmait sur le plan international. Il a commencé à diversifier parce qu'il y a des relations historiques entre l'Éthiopie et cette partie de l'Orient. Mais dans le sillage des révolutions arabes, on a créé des mouvements de contestation pour reverser la tendance au niveau de la gestion du pouvoir. Il y avait un consensus. Parce que certes, les Omoro sont majoritaires, les Amaras, les Tigréens sont une infime partie, mais ce sont les guerriers, ce sont eux qui se sont opposés à la forfaiture, à la discussion. Il faut rappeler les faits. Mais pourquoi ce processus de paix que vous dites n'est pas perceptible aujourd'hui en Éthiopie? Parce que quand Abiy est monté, je le disais tantôt, il est monté, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Actuellement, la communauté internationale est en train de lui tordre le bras pour lui dire, mais écoute, il faut s'arrêter, sinon il y a la CPI. Mais il y a un problème. En parlant du prix Nobel de la paix, mon cher Diallo, allez-y. Parce que quand il est monté, effectivement, la communauté internationale l'a perçu comme un moyen de changer la trajectoire que l'Éthiopie allait prendre. Ouais. On parle de trajectoire. Comment un Premier ministre prix Nobel de la paix, comme l'a souligné notre ami Diallo, est-il devenu un chef de guerre? D'abord, concernant le prix Nobel de la paix, il faut le dire aussi, il a su taire des querelles entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Des querelles qui ont duré, une guerre même, qui a duré plus de 30 ans. Ils se sont réconciliés. Dès lors, la communauté internationale, comme on le dit souvent, ces 5 grands-là se sont dit peut-être lui c'est un bon élève. Nous allons lui décerner notre prix Nobel de la paix. Et vu la situation, ce n'est plus un bon élève? Actuellement, ils sont en train de se dire, est-ce qu'il fallait le donner? Parce que plusieurs analystes même le disent, est-ce qu'il mérite le prix Nobel de la paix? Bon, laissons évidemment ce débat, concentrons-nous évidemment sur ce qu'il met en place en ce moment. Donc tout simplement pour vous dire que le Premier ministre actuellement, il s'est proclamé chef de guerre, car ses troupes ont été attaquées. Certes, il a essayé de trouver des négociations avec les Tigréens, mais les Tigréens se sont sentis lésés par rapport à ce qui se passe. C'est pourquoi ils ont... actuellement, certes, les troupes de l'Éthiopie sont entrées au Tigré et ont occupé les plus grandes zones. Les Tigréens sont même en train de bombarder des positions de l'Érythrée. Tout cela pour impliquer l'Érythrée dans la guerre et pour que l'Érythrée puisse mettre pression sur le Premier ministre Abiy Ahmed pour la cessation des conflits. Mais je pense que le Tigré est un État fédéral qui veut tout simplement son indépendance par rapport à l'Éthiopie, et ce que refuse le Premier ministre actuellement. On parle d'un Premier ministre, mon cher Diallo. Alors, est-ce que l'arrêt brutal de la transition démocratique dans le pays, avec la nomination justement du Premier ministre Abiy Ahmed, a-t-il participé à plonger le pays dans ce climat d'instabilité? Oui. Oui. Parce que quand même, cette région, la Corne de l'Afrique, fait l'objet de géopolitique internationale. Il y a combien de bases militaires étrangères à Djibouti? Il y a une frontière entre Djibouti et l'Érythrée. Quand la Chine a déployé son armada militaire pour avoir une base militaire à Djibouti, qui était un terreau de la France et des États-Unis, il faut trouver une alternative. Parce que même le Qatar a maintenant... il faut être en face de l'océan Indien. C'est une zone où transitent énormément de produits pétroliers. Donc, une des solutions de rechange aurait été de pacifier l'Érythrée, de l'aider à sortir de ce... pour avoir une façade maritime sur l'océan Indien qui puisse permettre à la communauté internationale de surveiller ce truc-là. Et pour ça, il fallait créer les conditions de telle sorte que l'Éthiopie change de direction, ne s'affiche plus pro-chinois. Et voilà.
c'est ça la géopolitique. On parle, oui, allez-y. Je pense qu'il a parfaitement raison, car comme on l'a dit tout à l'heure, derrière toute guerre, il y a des implications économiques. Il y a une guerre géopolitique, une guerre de positionnement. Le Premier ministre Abiy Ahmed voulait positionner l'Éthiopie comme une puissance régionale, une puissance géopolitique qui va vraiment diriger cette partie de l'Afrique-là. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Oui, l'idée n'était pas mauvaise, mais le problème c'est que l'Éthiopie aussi est une terre où il y a une compétition entre la communauté internationale. En fait, cette partie de l'Afrique regorge de mines de pétrole, surtout d'uranium. Et donc son erreur, ça a été d'oublier, de ne pas associer tout le monde par rapport justement à ce projet de mettre l'Éthiopie... Oui, les Tigréens reprochent à Abiy Ahmed de les avoir écartés du pouvoir, des sphères décisionnelles. Car avant, c'était eux qui étaient pratiquement... Ils faisaient partie de ces sphères décisionnelles-là. Mais que faut-il faire aujourd'hui? Il faut corriger ça pour essayer d'avoir un moment d'accalmie? Il faut le corriger, mais Abiy Ahmed a lancé un parti où les trucs ethnicistes vont être exclus. C'est-à-dire un parti républicain. Il veut construire l'Éthiopie dans de nouvelles bases. Dans des bases où on ne va plus voir un président ou un premier ministre parce qu'il appartient à cette ethnie-là ou à l'autre ethnie. C'est pourquoi il a su réunir les deux ethnies majoritaires, les Amara et les Omoro, à se réconcilier. Donc je pense que sur cette base-là, que les Tigréens se sont sentis un peu lésés, ils ont commencé les bombardements avec leur gros de troupes. Cette guerre, en tout cas, risque de nuire à l'Éthiopie sur le plan africain, sur le plan géopolitique. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je le rejoins. Si ce n'était que les troupes fédérales qui étaient montées à l'assaut du Front de libération du Tigre, j'aurais compris. Mais on a utilisé les Amaras qui sont une minorité au même titre que... Et ça risque de faire des dégâts. Ça, c'est sur la partie interne. Mais je vous dis, les enjeux... Mais parce que... Mais quand tu parles de l'Éthiopie, tu parles de l'Union africaine. On a entendu quand la Chine a offert un siège à l'Union africaine. L'Éthiopie de Ménélique II. Voilà ce que les Occidentaux ont dit. Ils ont installé là-bas des trucs d'espionnage, tout ça, c'est... Tu sais, ça entre dans cette nouvelle politique chinoise en Afrique qui dérange. Parce que la Chine ne faisait pas partie des gens qui bénéficiaient du gâteau. Le gâteau n'a pas changé. Resté tel quel. Il y a d'autres qui auront des parties beaucoup plus fines. Le gâteau n'a pas changé. Je reste avec toi, mon cher Diallo. Est-ce que la réaction, comment jugez-vous la réaction du président érythréen Essias Afwerki, qui n'est pas, on va dire, dans le processus de dialoguer? Comment jugez-vous il est sur une corde raide pour qui connaît l'histoire de l'Érythrée. Il veut sortir l'Érythrée de ce conflit qu'on leur a imposé, qui a empêché à l'Érythrée de se développer. Mais est-ce que le dialogue, c'est pas la solution? Non, dialoguer avec qui? Dans quelles conditions? C'est ça. On a vu des dialogues qui ont duré 50 ans. Et aujourd'hui, oui, quand il y a eu le processus de normalisation des rapports entre l'Éthiopie et l'Érythrée, tout le monde a salué pour la cause africaine. J'en faisais pas partie. Mais quand j'ai vu les dessous, les manipulations... Mais regarde même quand Abiy est Premier ministre, quand l'Éthiopie a eu la première, en fait sa femme, la présidente, après Ellen Johnson Sirleaf, la communauté internationale euro-atlantiste est friande de ce genre de trucs-là. Alors que les investissements depuis Dessalegn jusqu'à Abidjan, ce que la Chine a réalisé à Abidjan, la communauté internationale euro-atlantiste n'a pas fait. On parle de l'Union, je vais y revenir, je vais vous laisser le temps de rebondir évidemment sur l'analyse de notre ami Diallo. Mais mon cher Ndiaye, on parle de l'Union africaine et du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi ces deux organisations ont-elles du mal aujourd'hui à apporter des solutions concrètes et apporter une forme de solution pour justement sortir l'Éthiopie de cette crise? Concernant le Conseil de sécurité, c'est toujours la communauté internationale. C'est les 5 grands qui sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Avec des intérêts divergents. Avec des intérêts divergents. Dans ce Conseil de sécurité-là, il y a qui? La Chine,
les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie. C'est l'histoire qui condamne l'Éthiopie aujourd'hui? Ah oui, la Chine a ses intérêts. Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. La Chine défend ses intérêts en Éthiopie. La Chine ne peut pas délocaliser des milliards et des milliards de dollars en Éthiopie, avoir sa propre base militaire là-bas et voir les États-Unis d'Amérique venir avec la France ou d'autres pays prendre ces intérêts-là. Donc, je pense que la communauté internationale est actuellement divisée. Au sein des 5 grands, là, il y a une division. Certes, l'Union africaine doit avoir une position responsable. Pour moi, c'est le moment pour l'Union africaine d'avoir une position tranchée et responsable par rapport à ce qui se passe à l'Éthiopie. Vous l'avez senti, cette position-là? Je ne l'ai pas encore senti, mais comme l'a dit le doyen, mais l'Éthiopie, c'est le symbole de l'Afrique libre. C'est vrai. Mais la bataille d'Adwa, Ménélique II, jamais ce pays n'a été colonisé. Ménélique II a écrasé les troupes italiennes. L'Éthiopie est le symbole de la résistance africaine. Mais donc, je pense que l'Union africaine devait prendre à bras le corps ce conflit-là et apporter des solutions concrètes. Au lieu de se cacher derrière le partenariat entre la Chine, aujourd'hui, demain les États-Unis. Non, c'est pas comme ça. L'Union africaine doit prendre plus de responsabilités parce que c'est une affaire africano-africaine. Ça nous concerne, nous les Africains. Donc, je pense que c'est cette position-là qu'il faut essayer de défendre par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. C'est beaucoup de déplacés également en ce qui concerne évidemment ce conflit en Éthiopie. Trop tard pour la communauté, bien trop tard pour l'Éthiopie de gérer la question de la question humanitaire tout simplement avec ces déplacements? La question humanitaire telle qu'elle est conçue en Occident, chez nous, nous sommes Africains. Un déplacement. Moi, quand il y a eu le problème de Yaya Jammeh ici à la piscine du Point, tous les Gambiens étaient là-bas. Ma mère leur rapportait à manger. Elle me disait, mais ce sont nos frères et nos sœurs. Les réfugiés qui vont au Soudan seront très bien traités. D'autres vont exploiter. Oui, mais on parle des déplacés éthiopiens vers le Soudan. Le Soudan, on l'a parlé en première partie d'émission. Oui, c'est un pays aussi quelque part instable. Vers quel Soudan? Ils ne vont pas du côté du Soudan où il y a des problèmes. Il y a eu le Darfour, c'est à l'ouest du Soudan. L'Éthiopie est à l'est. Les réfugiés seront sur la partie orientale. Exactement. Qu'on ne nous embobine pas. Et là-bas, il n'y a pas de problème. Et ils seront le temps avec l'assistance. Et des Soudanais, effectivement, parce que je ne parle pas du gouvernement soudanais. Ceux qui vont aider ces réfugiés-là, c'est le peuple soudanais. Toi comme moi, qui vont leur apporter à manger, leur donner de l'eau, l'assistance, les soigner. Et c'est quand même assez... Oui, allez-y. Je pense que, certes, le problème des réfugiés, les Soudanais doivent s'impliquer et tous les autres pays de la région. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de la responsabilité de l'Union africaine. Mais le problème des réfugiés, chacun sait que lorsqu'il y a plus de 5 millions de déplacés, mais il faut les nourrir. Sinon, on risque d'avoir des maladies, des épidémies qui vont se déclencher à leur niveau. C'est pourquoi l'Union africaine devait au moins, par rapport à ces réfugiés-là, prendre des décisions concrètes. En quoi faisant? En les accompagnant du côté, en essayant de rassembler un budget africain pour les aider du côté du Soudan, même au niveau du Tchad, parce que les réfugiés sont un peu dispersés au niveau de la Corne de l'Afrique. Donc c'est un moment décisif, je pense, pour l'Union africaine, pour marquer le pas, pour montrer son entrée dans l'histoire de ce qui se passe dans ce pays-là. Et quel pourrait être l'impact de cette crise chez les pays voisins, mon cher Diallo? Un impact énorme. Mais, oui, un impact énorme. Mais j'aimerais, parce que ici, j'ai été invité ici quand il y avait un truc sur... quand l'Afrique veut un droit de veto. On me disait, bon, on va donner ça à qui? Donnons ça à l'Union africaine. Le droit de veto, là. Et ça fait partie des réformes que la société civile africaine est en train de truquer. On ne peut pas donner le droit de veto à un pays africain. On donne ça à l'Union africaine, qui appartient à tous les Africains. Et à partir de là-bas, on peut travailler pour redonner ce prestige, cette noblesse à l'Africain. Je reste avec toi, Diallo. Alors, les témoignages sur les pillages, massacres, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Tigré se multiplient. Human Rights Watch et Amnesty International accusent notamment les forces érythréennes venues prêter main forte à l'armée fédérale éthiopienne d'avoir tué, fin novembre 2020, des centaines
centaines de civils, y compris des enfants. Des accusations rejetées par Asmara. Mais Addis Abeba et le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment reconnu officiellement la présence de troupes érythréennes sur le terrain au Tigré. Est-ce que cette déclaration pourrait-elle être un tournant décisif, on va dire décisif dans le cadre d'une reconnaissance des injustices commises par cette région du Tigré? Mais on l'a dit ici, dès le début, tout le monde le savait. La participation érythréenne, tout le monde le savait, c'est un secret de polichinelle. Mais pourquoi au début le président ne l'a pas reconnu? Je dis, tant que cette communauté nous tiendra un double langage, parce que même toi, tu te perds dans les trucs. Ce qu'ils avaient dit hier, mais moi, c'est pour cela que je prône pour que nous, qu'il y ait une agence panafricaine qui se charge de donner la bonne information. Le double discours du Premier ministre. Là, je le comprends. Mais le président Abiy a signé des accords de paix avec l'Érythrée. Ces deux pays-là ont su taire plus de 30 ans de guerre, d'affrontement. Donc c'est grâce à cela même qu'il a été qu'on l'a décerné le prix Nobel de la paix. Donc au début, il ne voulait pas reconnaître cela. Pour des élégances diplomatiques, tout simplement parce qu'il ne voulait pas que les autorités érythréennes puissent penser qu'il a mené ces combats-là à leur encontre. Il a dit sous la pression de la communauté internationale, en l'occurrence l'Union africaine. Oui, donc, mais je veux dire tout simplement par là que, par élégance, en tout cas, par élégance, il n'a pas voulu pointer du doigt l'Érythrée. Bon, notre ami Diallo parlait de pression de la communauté internationale. Il y a pression de la communauté internationale, ça c'est évident. Mais en tout cas, cette région-là, entre l'Érythrée, le Tigré et l'Éthiopie, c'est des frères. Hein. Ce qui se passe chez l'un va être contaminé chez l'autre. Donc c'est la même communauté pratiquement. Donc il faut aller au-delà de ces clivages, de ces problèmes ethniques-là. Essayer de vraiment impliquer l'Union africaine pour la résolution de ce conflit. C'est tout simplement la solution. Et Diallo, quel était l'intérêt militaire de l'Érythrée d'intervenir au Tigré? Peut-être c'était un rapport de force. Les Tigréens, je dis, si on parle d'histoire de l'Éthiopie, de libération de l'Éthiopie, ils ont toujours été au devant. Ce qu'ils ont obtenu, vous avez dit, ils ont marché sur Addis Abeba. C'est une minorité, il ne faut pas 6% de la population. Ils sont des guerriers. Ils savent dire non. C'est l'art de la guerre. Et maintenant, pour sortir, il faut... Vous savez, dans les régimes fédéraux, il faut laisser aux Éthiopiens de trouver la solution. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas ce point du pouvoir colonisateur qui peut, à un moment donné, que tu se trouves dans l'Afrique francophone ou anglophone, qui peuvent servir de médiateur. L'Éthiopie n'a jamais été occupée. Donc, ils ont trouvé des mécanismes internes de résolution de conflits. Et ce fédéralisme-là, on a commencé à voir les problèmes de fédéralisme à la fin de la royauté et du parti unique, sous Mengistu Alia et les Mariam. On n'entendait pas. Maintenant, la démocratie, a ses dégâts collatéraux. Hein? Ah, évidemment. Et en parlant de dégâts, mon cher Diallo. Ce que je voulais ajouter, c'est... Allez-y. Imaginez le Tigré et l'Érythrée du temps de Mengistu. Mengistu si puissant avec l'aide de l'Union soviétique. Mais vous le savez tous, l'Union soviétique était si puissante avec ses missiles, ses roquettes, ses armes. Hein? Ce Mengistu-là a été tenu tête par les Tigréens et les Érythréens. Donc pour vous dire tout simplement que, comme l'a dit le doyen, c'est un peuple guerrier. Ils connaissent l'art de la guerre. Donc ils se sont toujours battus pour leur indépendance, pour leur démocratie et pour leur culture. Tout cela montre que tout simplement que il faut faire attention par rapport à ce qui se passe là-bas. Certes, l'Éthiopie d'aujourd'hui est moderne, l'Éthiopie d'aujourd'hui est puissante. L'Éthiopie peut pratiquement écraser plusieurs pays de la sous-région. Mais il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut aller dans le sens des négociations. Cette communauté internationale ne doit pas aller dans le sens de la division de ce pays-là. C'est la leçon à tirer de ce conflit. La leçon est aussi faire taire les frustrations. Surtout ça. Tout ce problème est né de frustration, de perception que...
Parce que quand même, les Tigréens n'ont jamais opprimé. Ils se sont battus, ils sont installés au pouvoir, il y a eu un partage de pouvoir. Peut-être certains peuvent leur reprocher de s'être arrogé des ministères de souveraineté. Des postes clés. Ouais, mais ils partageaient. Mais là, on les a exclus. On ne les a pas exclus de façon directe. Abiy a créé les conditions de fédération où les Tigréens ne se sentaient pas bien. Ils ont dit, mais on ne participe pas à ça. C'est né de ça. Hein. C'est né de ça. Et je vous dis, c'est entre 2018 et maintenant. Et comme disait, évidemment, comme on dit dans le jargon, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Évidemment, ils sont dans cette logique-là. On parle évidemment de ce peuple que vous avez qualifié de guerrier. Le Front de libération du peuple du Tigré affirme qu'ils vont continuer le combat. Ce conflit va-t-il s'enliser au point de devenir une vraie guérilla? On risque d'aller vers l'enlisement si le gros des troupes éthiopiennes n'est pas retiré du Tigré, selon toujours le Front de libération du Tigré. Ils affirment qu'il faut que Abiy retire ces troupes-là, parce qu'il faut le dire aussi, une bonne partie, je dis, la majorité même des troupes éthiopiennes se trouvent dans le Tigré. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que l'Éthiopie était en guerre contre l'Érythrée. Donc l'Érythrée est voisin du Tigré. Donc la bonne partie de ces troupes-là se trouve au niveau du Tigré. Maintenant, le Front de libération réclame le retrait de ces troupes-là, mais on sait que Abiy ne va pas aller dans ce sens. Abiy va aller dans le sens où il va renforcer même ces militaires-là. Mais on a observé aussi que le Front de libération actuellement mène une guérilla. C'est-à-dire que ce n'est plus une guerre conventionnelle entre deux troupes. C'est une guerre où ils vont se cacher dans la brousse, où on va se cacher dans les montagnes. Oui, certains observateurs parlent d'une guerre d'acquisition du territoire. On avance évidemment. Exactement, c'est ça. C'est pourquoi on peut aller vers l'enlisement. Donc vraiment, on ne souhaite pas cela à l'Éthiopie. On veut que ce pays parte sur de nouvelles bases, comme l'a dit le doyen. Le problème, c'est tout simplement la frustration. Une communauté, une minorité s'est sentie frustrée. C'est le même cas au Soudan et c'est le même cas un peu partout en Afrique. Toujours les gouvernants en place, peut-être, je ne dirais pas oppriment, mais oublient d'impliquer une petite minorité, alors que cette minorité-là devrait faire partie de ceux qui administrent ce pays-là. Oui, quand on parle de construire un pays, évidemment, l'objectif premier, le leitmotiv, c'est d'impliquer tout le monde pour ce processus. Alors, les États-Unis ont appelé notre ami Premier ministre Abiy Ahmed à cesser les combats. Quel pourrait être le rôle du pays de l'oncle Sam dans la résolution de cette crise, mon cher Diallo? Moi, je crois qu'il ne faut plus laisser au pays de l'oncle Sam le soin de régler seuls les problèmes africains. C'est ça le problème. Nous vivons dans un concert des nations, avec des rapports de force différents. Aujourd'hui, le pouvoir, il y a des pôles de pouvoir. Et ces pôles de pouvoir, nous les rencontrons en Afrique ici. Et comme nous demandons la stabilité, et je dis, il nous appartient à nous, Africains, d'appeler nos partenaires, de créer les conditions pour créer les conditions de stabilité continentale. Créer les conditions d'une stabilité continentale. C'est pas facile. Nous sommes malheureusement, mon cher Ndiaye, arrivés au terme de cette émission. On remercie Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales, d'avoir participé à cette émission. Cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en relations internationales, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.